Commençons par le procès des dirigeants et membres du mouvement MRCD-FLN. Si le Rwanda a réussi à mettre la main sur ces gens et à le soumettre à la justice, qu'est-ce que cela signifie pour un pays comme le Rwanda qui se remet des conséquences du génocide des Tutsis commis en 1994? Euh, Cela signifie beaucoup de choses, euh, mais avant d'entrer dans le détail, il faut rappeler que euh, ces dirigeants, dont Rusesabagina, Paul Rusesabagina, euh, euh, Sankara et leurs complices, s'appuyaient sur des éléments qui avaient été au cours du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis, le fer de lance de ce même génocide. Donc, entendez par là les FDLR, et entendez par là les anciens militaires qui avaient pris part à ce génocide. Et dont ces dirigeants entendaient se servir justement pour arriver à leur fin, à savoir bouleverser la sécurité du pays. Donc ça c'est une chose. Et puis il faut rappeler aussi que l'agenda politique de Rusesabagina, si l'on s'en tient à certains documents qui ont été retrouvés lors de la fouille de son domicile, que Paul Rusesabagina, s'il était parvenu à se hisser à la tête du Rwanda, entendait faire revenir les quotas ethniques qui, il faut bien se le rappeler, il faut bien se le dire, qui avaient été à la base, sinon les signes avant-coureurs du génocide perpétré contre les Tutsis. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signification actuelle pour un pays comme le Rwanda, mettre la main sur des gens comme Rusesabagina, comme Sankara, qui ont un tel agenda, cela signifie beaucoup de choses. De l'un, ou plutôt de l'une, cela signifie que, effectivement, comme on le dit, la justice a le bras long. Donc, le message pour nous Rwandais aujourd'hui, si au regard de ce procès, le Rwanda, les Tutsis qui avaient été victimes du génocide de 1994, ne seront pas là à tendre la tête, à tendre le cou au bourreau pour être tués. Oui. C'est l'un des messages principaux. Et puis, c'est aussi le non à l'impunité. Le non à l'impunité. Que le crime commis contre l'humanité est un crime, étant donné qu'il est imprescriptible. Oui. C'est un crime dont on ne peut échapper partout où on se cacherait. Oui. Et alors après ce procès MRCD-FRN, il y a aussi le procès Laurent Wikibaruta qui a débuté au mois de mai à la cour d'assises de Paris. Laurent Wikibaruta a été condamné à 20 ans de réclusion pour complicité de génocide. On se rappelle qu'il a été blanchi des crimes commis à l'église de Kibero et à la prison de Gikongoro. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ou bien comprendre un tel jugement? Est-ce que, d'après vos analyses, vous pensez que son âge avancé et sa santé apparemment fragile est joué en sa faveur, a influencé la cour, les juges de la cour? Bon, d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Parce que
que les juges, quand ils jugent, des fois, ils y mettent du bon sens de l'humanité. Mais il faut dire également que Boukibaruta a été bel et bien condamné, reconnu coupable de complicité de génocide, de crimes contre l'humanité, pour les crimes notamment commis à Murambi, à Kadoura, à Tchanika. Sur les barrages routiers. Sur les barrages routiers. Il a été acquitté, faute de moyens, faute de preuves. Oui. Parce que chaque fois qu'il y a doute, cela profite à l'accusé. À l'accusé. Donc les massacres de la prison de Gikongoro, les massacres de l'église de Tibéro. Bon. Mais il faut reconnaître qu'il a été reconnu coupable donc et qu'il a été condamné à 20 ans de réclusion. Que son âge ait joué, ça vraiment, même les juges l'ont dit. Oui. Même les juges l'ont dit. Et cela ne m'étonne pas parce que même avant lui, je me rappelle lors du procès des anciens bourgmestres Ngenzi Warahira, quand le procureur ou l'avocat général avait requis une peine de sûreté, donc en plus de la réclusion à perpétuité prononcée contre M. Octavien Ngenzi, en plus de cette réclusion à perpétuité, il avait requis aussi une peine de sûreté de 25 ans. Mais que les juges ont dit, voilà, au regard de l'âge qu'il a déjà, la réclusion à perpétuité est suffisante. On ne peut pas en ajouter. Donc, sincèrement, Boukibaruta, l'âge et les différentes pathologies dont il souffre actuellement ont joué. Et ils jouent, et les joueront également quand la Cour, au niveau de l'appel, parce qu'il y a eu une sorte d'appel pour voir si il ne peut pas être sorti de prison au regard justement de sa santé, de son état de santé. Et voilà, aujourd'hui, il est retourné chez lui, mais sous contrôle judiciaire, toujours. Oui. Sous contrôle judiciaire. Donc ça veut dire que, effectivement, son âge, même s'il n'est pas vieux, moi je dirais plutôt que c'est plutôt son état de santé qui a beaucoup joué, qui a beaucoup joué pour que les juges usent de clémence à son égard. Oui. Parlons maintenant de l'accélération des procès des présumés génocidaires qui se trouvent sur le sol français. Et on se rappelle bien qu'avec la visite du président Emmanuel Macron au Rwanda, il avait promis que la France organiserait au moins 2 procès par an. Cette année 2022, on a eu le seul procès de Laurent Boukibaruta. L'année qui vient, on risque d'avoir aussi un seul procès, celui de Philippe Hataïkimana au mois de mai. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette lenteur, tout en sachant qu'il y a une trentaine de dossiers des présumés génocidaires qui sont sur le sol français? Oui, il faut reconnaître effectivement qu'avec la visite du président Emmanuel Macron, il y a eu cet espoir que cette fois-ci, la justice française allait gérer le cas des suspects de génocide qui sont plus d'une trentaine aujourd'hui, même plus. Quand je parle d'une trentaine, il s'agit uniquement des dossiers qui sont en cours d'instruction,
ou alors en cours d'investigation. Oui, je parle uniquement des dossiers qui m'ont été rapportés par le CPCR Oui, oui, par le CPCR. Oui. Donc, il faut reconnaître qu'avant, il n'y avait pas de volonté politique. Et tout avait été bloqué au niveau des poursuites par la justice française, et non seulement ça, mais encore l'extradition, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore eu lieu pour ces suspects de génocide, parce que le principe est que ou vous extradez, ou vous jugez vous-même. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître certaines réalités. Il faut reconnaître que la justice a ses propres réalités. Je suis sûr que plus d'une personne ici ignore ce qui se passe pour l'organisation d'un procès de suspects de génocide en France, avec les commissions rogatoires, avec l'organisation des jurés, avec le transport des témoins, avec... c'est tout un branle-bas de trucs, de personnes, de moyens financiers. Oui, c'est exigeant. Oui, qui sont exigés pour que justement de tels procès aient lieu. Et tout cela puise dans le fisc. Hein? Tout cela est payé par le contribuable français. Donc, je reconnais personnellement que c'est un peu lent, ça c'est vrai. Mais du moment qu'on entre dans ces réalités, on voit que, oui, c'est un peu compréhensible. Parce que pour un procès, et tu as toi-même pu voir ça, immobiliser des gens pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Vous payez tout le monde. Hein? Vous payez tout le monde. Toute la logistique. Hein? Donc, en matière d'argent, en matière de moyens financiers, c'est gigantesque. En matière d'efforts, en matière... Donc, de tels procès sont coûteux. Mais alors, pourquoi ne pas extrader? Parce que moi, j'avais espéré qu'avec, du moins après la visite de Macron, que cette justice qu'il entendait donner aux victimes du génocide, les 2 principes pouvaient être adoptés, à savoir, les cas qui ne seraient pas jugés en France seraient renvoyés au Rwanda pour que la justice rwandaise, qui ne demanderait pas beaucoup de moyens, étant donné que les témoins sont sur place. Étant donné que on n'aura pas besoin de jurer. Hein? On n'aura pas besoin de jurer. Il y a des tribunaux qui sont là. Il y a des tribunaux qui sont déjà sur place, internationalement compétentes, parce que avec le TPR, avec le Canada, avec d'autres pays européens qui ont envoyé des suspects, le Rwanda a pu montrer que cela était possible. Moi, je m'attendais à ce que, justement, la France imite ces institutions onusiennes, ces pays européens, pour justement envoyer des suspects ici. Parce que je reconnais personnellement que un procès, là, c'est un procès coûteux, c'est un procès qui prend du temps. Encore que, avant l'instruction, il faut des commissions rogatoires, des commissions d'enquête de Français, de gendarmes français, qui viennent ici, qui passent beaucoup de temps
pour puiser, pour rencontrer des témoins à charge, des témoins à décharge, rassembler toutes les preuves suffisantes pour pouvoir organiser de tels procès. Donc, peut-on espérer avoir de la justice? Oui, mais pas pour tous les suspects. Bien sûr, c'est malheureux. Avec Chibaruta, on l'a vu, il est très malade. Oui. Il pouvait bien y passer avant d'être jugé. Un autre cas peut-être qui a lieu ailleurs, le cas Kabuga, qui a lieu à La Haye. Hein? Maintenant, on voit que la justice use de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de choses que certains gens osent appeler anormales, voir le temps imparti au procès, parce que justement, Kabuga est malade, et si on a eu la chance de le rattraper, il peut passer avant d'être jugé. Donc, tout porte à faire croire que de ces suspects qui sont sur le sol français, certains auront la chance d'être jugés, mais d'autres pourront échapper à la justice si la mort les prend avant d'être présentés au juge. Oui, et effectivement, continuons avec ce procès Félicien Kabuga. Voir Kabuga jugé 28 ans après les faits pour lesquels il est poursuivi, n'est-ce pas une avancée dans la lutte contre l'impunité? Oui, c'est une avancée très significative, plus que significative même. Même avant d'être jugé, même avant d'être recherché, essayons de voir qui est Kabuga avant même le génocide. Il fait partie de ce que certains ont appelé le réseau zéro ou l'Akazu, la petite maison ou la maisonnée, je ne sais pas. Une sorte de relation familiale construite autour de Habyarimana, de la famille Habyarimana et son épouse, Agathe, cette dernière étant considérée comme l'instigatrice même de ce réseau, de cet Akazu. Oui. Et donc Kabuga fait partie par ses liens matrimoniaux. En effet, Kabuga a marié ses deux filles, deux de ses filles, aux deux fils de Habyarimana, à savoir Jean-Pierre et Léon. Aujourd'hui, voir Kabuga jugé, c'est pour certains gens l'un des maillons essentiels de ce réseau, de ce système que la justice a fini par attraper et qui peut révéler certaines choses jusqu'ici inconnues, que les gens ignorent. Bon, le procès Kabuga est plein de signification également, parce que il est présenté même devant le TPR qui a initié son dossier avant de le transférer. Oui, avant de le transférer. Il est considéré comme l'argentier du génocide, comme le financier. Le grand financier. Comme l'homme sans lequel la justice, pardon, le génocide n'aurait pas eu lieu. Et c'est lui qui était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'autodéfense civile. Hein. Oui. L'homme sans son argent, les moyens que les Interahamwe ont utilisés pour, je pense notamment aux fameuses machettes, je pense on parle surtout des machettes, mais c'est que les véhicules, le transport, ouais. Donc l'homme sans lequel le génocide n'aurait pas pu avoir lieu,
s'il n'avait pas mis tous ses moyens. Les avocats de l'accusation parlaient de l'homme qui a rendu le génocide possible. Oui, oui, oui. Donc, aujourd'hui, voir Kabuga jugé, c'est aussi une sorte de pas marqué par la justice. Parce que pendant plus de 23 ans, on parlait de Kabuga qui se transformait en ceci ou en cela. On parlait de Kabuga aujourd'hui au Kenya. Qui apparaissait, disparaissait. Oui, apparaissait, disparaissait. On parlait de Kabuga insaisissable. Oui. Autrement dit, une sorte de spectre. Autour de lui. Oui, qui tournoyait et dont tous les mécanismes de la justice ne pouvaient l'attraper. Donc, quand le 16 mai 2020, la justice Française. Quand la sécurité française met la main sur lui, c'est déjà une sorte de victoire. Oui. Mais quel homme retrouve-t-on à ce moment-là? C'est un homme malade, presque fini. Oui. Le voir jugé aujourd'hui, c'est en réalité une sorte d'avancée, de pas contre la montre, parce que vu ses différentes pathologies, vu son âge, on dit voilà, s'il meurt, la présomption d'innocence. Oui. Il aura bénéficié de cette présomption d'innocence, il mourra innocent. Oui. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui son procès, considéré comme un procès phare, avec des anomalies qu'on reconnaît aujourd'hui. Oui. Parce que et effectivement, j'allais évoquer ce point. C'est un procès qui a lieu 3 jours par semaine, Ouais. à raison de 2 heures par jour. 2 heures par jour. Est-ce qu'une procédure normale, habituelle dans ces tribunaux? Bon, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que tout cet arrangement pour ce cas concret, c'est en réalité pour essayer de ne pas... on reconnaît que Kabuga est vieux, on reconnaît qu'il est malade. Donc, il ne faut pas user de ses forces, n'est-ce pas? Donc, il faut essayer de le gérer tel qu'il est. Oui. D'accord? Mais certains y voient également une sorte de manœuvre dilatoire. Dilatoire. Une sorte de manœuvre dilatoire qu'on rencontre et qu'on reconnaît, surtout devant ces tribunaux internationaux, des manœuvres dilatoires qu'on a longtemps vues dans les procès Butare avec le TPR, le procès d'Ido Butare, Nyirama Suruko, son fils, voilà, qui a duré plus de 10 ans. Oui. Le procès des militaires, le procès donc Bagosora, le procès des dirigeants du MRND, Karemera et autres. Oui, voilà. Des manœuvres dilatoires qui, pour la défense, entendent faire perdurer le procès et, si besoin en est, voilà, comme c'est arrivé avec Joseph Nziroela, il est mort en cours de procès, son procès n'était pas encore terminé, et voilà, aujourd'hui, il est mort innocent. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre et qui est inévitable au niveau de ces tribunaux internationaux. Et puis, quelque chose qu'il faut mentionner, pourquoi ces 3 jours? Pourquoi ces 2 heures? La justice internationale a tendance
à faire fi des desiderata des victimes et à se soucier plus des suspects. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est comme si cette justice prenait plutôt grand cas des desiderata de la défense plutôt que du procureur. Ouais. Un procès très important, un procès très significatif, mais un procès dont je ne vois pas personnellement l'issue, étant donné que les différentes pathologies dont souffre Kabuga, et puis avec certaines de ces manœuvres dilatoires. Aujourd'hui, la défense est en train de mettre les bâtons dans les roues. Donc le procès, la défense, donc Kabuga et sa famille, ont longtemps essayé de rejeter le conseil principal, le français maître Emmanuel Altit, pour le compte de maître Robinson, et aujourd'hui pour le compte de maître Philippe Larochelle, le Canadien Philippe Larochelle, pour faire justement durer le procès. Voilà. Que je vois mal que l'issue est... que je crains que Kabuga ne disparaisse avant que le verdict final tombe. Oui. Voilà, tout est dit. Merci à CNR Ruvugiro Emmanuel, journaliste depuis longtemps, plus d'une trentaine d'années. Vous suivez de près ces procès en rapport avec le génocide des Tutsis au Rwanda. Merci beaucoup pour votre décryptage. Votre passage à la télévision rwandaise aura été importante. Merci et surtout, meilleurs vœux pour 2023. Merci aussi pour votre invitation. Meilleurs vœux également. Il faut souhaiter meilleurs vœux aux victimes rescapés qui attendent toujours, qui réclament toujours justice. Et qui réclament justice. Comme meilleur vœu également, il faut le reconnaître, à ces gens, jeunes filles et jeunes hommes, jeunes gens du FPR qui ont arrêté le génocide. Sans eux, je crois qu'il y aurait eu très peu de rescapés de ce génocide pour réclamer aujourd'hui justice. Merci beaucoup. Tout à fait, merci.